Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du deck violet-rouge insaisissable, donc avec les Peter Pan et les Sharks. Donc les championnats de 7 ont déjà commencé. Donc si vous hésitez encore à jouer avec un deck, peut-être que celui-là est le deck qu'il vous faudra. Eh bien j'ai envie de dire, c'est parti, regardons de plus près ce deck. Donc voilà la decklist que je pense je jouerai pour mes championnats de 7. Donc c'est 46 ancrables et 14 non ancrables. Il faut réussir à rester avec un niveau de non ancrable assez bas. Il y avait plein de possibilités. Moi j'ai fait certains choix, peut-être pas forcément les meilleurs, mais en tout cas qui me conviennent le mieux quand je joue ce deck. Tout d'abord j'ai 10 T1. Donc j'ai rentré deux petits Diablos quand même T1. Le Diablo qui permet de piocher si jamais il se fait gérer assez vite. En termes de ratio, on peut inverser Diablo et Chernabog avec une méta dans laquelle où il y a potentiellement plus de Steelsong qui peut nous blast à distance. Bleu-gris aussi, mais c'est un peu plus compliqué pour eux. 8 T1, c'est bien. J'aime bien faire un T2, à me poser 2 T1 aussi. Pégase qui va être là pour plusieurs choses. La première, c'est aller gérer le Diablo de gris-vert des fosses, évidemment, mais aussi jumelé avec Peter Pan. Hein. Je reviendrai sur Peter Pan après, qui est un petit peu la clé de voûte du deck. C'est très fort, car pour 5, il peut aller chercher une menace. Il a 3 d'attaque. Peter Pan lui donne charge, mais je reviendrai sur ça après. Des mimes renards, parce que je pense que c'est quand même intéressant d'avoir des mimes renards pour aller gérer très vite des menaces du style aggro. Le merlin crabe. Je l'ai mis à 2, j'aurais bien mis le mettre à 3, à voir pour un cut quelque part, mais j'ai eu du mal à trouver déjà comment rentrer toutes mes cartes. Donc il a fallu faire des choix, donc j'ai mis le Merlin à 2, bien géré, 2 suffit. Donc nous avons aussi Peter Pan, comme je disais, qui est un peu la clé de voûte du deck. Donc il va nous permettre de donner charge à tous nos personnages insaisissables. Donc l'intérêt de ce deck, c'est de jouer pas mal de cartes insaisissables. Nous avons le Pégase. Le Pégase qui est une 3-1, donc qui est très bien pour aller chercher des menaces telles que un Diablo dans une crique par exemple. Il lui faut un petit peu plus de boost pour aller chercher des Daisy, mais bon, avec Peter Pan qui lui aussi a charge, à eux deux, ils ont 5 d'attaque, donc c'est plutôt pas mal pour aller chercher de l'aggro. En général, le Pégase va s'y perdre directement dans le fight, mais il fait son taf. En général, à chaque fois qu'il touche le board, il va réussir à faire ce pourquoi il est là, donc c'est plutôt rentable. Donc ensuite on a le génie, évidemment, hein, le génie je le présente plus, qui va permettre d'aller piocher une carte quand il arrive et de l'aurait pour 2. Après on va pas forcément l'utiliser lui pour aller pour charger avec le Peter Pan, même si ça peut arriver de le faire, ça peut être très, très utile parfois. Mais on veut surtout l'envoyer à l'aventure. Un avec qui on peut synergiser, qui est vraiment pas mal, ça va être le nouveau Yago. Hein, Ça va, je suis coincé. qui est T4, donc qui se curve bien avec l'arrivée de Peter Pan. Le seul souci de cette carte, c'est quand elle est ciblée, il est banni. Hein. Je rappelle qu'il a dissipation, donc à ancrer contre un Steelsong évidemment, ou contre du style tout court, en général. Ensuite, dans tout ce qui va être le classique du deck, bon là Elsa elle était là, à la charge et insaisissable, donc elle profite pas forcément du bonus de Peter Pan, mais bon, elle est pas là pour profiter de son bonus, mais plutôt pour gérer le board adverse, donc on l'excuse. Mais une des cartes qui est vraiment vraiment bien avec le Peter Pan, eh bien c'est le fameux Maui Shark. Le Maui Shark qui est insaisissable, donc qui gagne charge directe. Vraiment ce que le Maui, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'il aille taper directement le board adverse, les personnages principalement, récupérer une action, puis voilà, commencer la boucle, hein, je vous la présente plus. Donc c'est très très fort. T9 si vous avez les deux, et vous récupérez au moins une action, je pense, dans l'action. Donc en termes d'action, du coup, dans ce deck, on a des bagarres, on a des qui trouve garde. Donc je rappelle qu'il permet de piocher 3 cartes pour 5. Donc c'est très très bien pour se relancer dans la game. Je pense que 2 c'est vraiment pas mal, parce que si on l'a dès le début, on a tendance à vouloir l'ancrer. Parce que je rappelle, il y a 14 non ancrables, donc des fois on n'a pas forcément le choix. Donc on aime bien retomber sur une autre derrière. Donc je pense que 2 c'est un bon ratio. J'irais pas en mettre 3 pour le coup, parce que c'est peut-être trop. Mais 1 c'est compliqué
Nous avons ensuite la vie de pirate. La vie de pirate qui nous fait gagner 2 de l'or et fait perdre 2 à l'adversaire. Ça va être un petit peu notre finisher en essayant de l'orer parce que ne jouant pas de cartes telles que Sissou pour l'orer, il faut vraiment trouver un moyen d'aller vers la victoire parce que le but c'est quand même de marquer 20 de l'or, hein. Contrôler le board c'est sympa, mais à un moment donné il faut gagner. Et donc si on arrive à enchaîner les Maui et Vite Pirate, ça se présente plutôt bien pour nous. Donc ça c'est plutôt cool. Pareil, j'en ai mis 2 pour exactement les mêmes raisons que qui trouve garde. Parce que des fois on l'a au début et puis on n'a pas envie. 4, soyez prêtes. Parce que soyez prêtes. Voilà, c'est beaucoup trop fort. Surtout dans la méta actuelle où il y a plein de style song, si on arrive à monter jusqu'à 7, à temporiser un maximum, on fait soyez prêtes. Enfin, je reviendrai là-dessus dans la deuxième partie de la vidéo. Mais voilà, moi soyez prêtes, ça reste quand même une de mes cartes favorites. Donc x4. Et je vais m'arrêter un petit peu sur Madame Médusa. Alors, pourquoi j'ai mis Madame Médusa et pas jouer autre chose comme une Madame de Trémène par exemple. En fait, je me suis retrouvé à me poser cette question de quand j'ai une Médusa en main, j'ai souvent de quoi cibler quelque chose. Contre du violet bleu, par exemple, il y a Hades, donc, qui a un 3. Contre Steelsong, il y a le Robin. Ça va cibler à peu près toutes les menaces de tout ce qui va être aggro sur le board, évidemment sans ward. Alors, moi, personnellement, je me sens plus à l'aise avec des Médusas que des Trémènes pour l'instant. Les adversaires ont souvent toujours un perso qui fait pas grand-chose, qu'on n'a pas réussi à gérer d'une autre manière et au final on se retrouve à vouloir Trémène mais un petit peu sur une merde. Voilà, et du coup c'est très frustrant et donc du coup elle ne leurre pas pour 2 et c'est aussi ça pourquoi les vies de pirates sont importantes dans ce deck. Peut-être pourquoi pas cut une soyez prête pour ajouter une vie de pirate, mais bon après je pense à la gestion de la ressource et de comment on joue qu'on s'en sort le mieux, parce qu'au final c'est qu'une question de ratio. Ça dépend plus forcément du deck mais plus de la façon de jouer. Bon, ensuite nous avons mes amis $2, hein, ça c'est un classique, hein, ça ne bouge pas, c'est très fort. En plus du coup on gagne du lore avec le shark s'il est là, on repioche, enfin, la machine ne s'arrête jamais donc c'est plutôt cool. Attention à ne pas se faire deck out, très important, ça m'est arrivé, tristesse absolue. Et je voulais finir dans cette première partie de vidéo sur la bibliothèque, moi je la trouve très forte en ce moment. Déjà qu'elle l'était, je la trouve toujours aussi forte. Si on a du monde dedans, en général, on est sûr qu'elle reste un petit moment si on arrive à la défendre. Ça peut l'aurer très vite et très fort, donc c'est plutôt bien. Et en parlant de lieux, il est vrai que j'ai oublié des Maui Idole des Hommes pour aller... Oh, regardez-moi ça. Chanter, elle est magnifique. Et du coup, Maui qui permet d'aller chercher du coup les lieux beaucoup plus vite. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Et de pouvoir gérer plusieurs menaces sur le board. Donc moi je pense qu'avoir des Maui, au moins 2 dans le deck, c'est obligatoire. Au pire on l'ancre, c'est pas perdu. Mais voilà, il permet de gérer pas mal de situations et on aime Maui pour ça. Et bien sûr, il peut aller aussi chercher les Tamatoa, les Cendrillons... les chevalières, les chevalières Cendrillon, donc voilà, c'est un keeper, clairement un keeper. On va chercher une Cendrillon avec un petit boost quand même derrière, parce qu'oublions pas que la Cendrillon elle a 2 de résistance, Donc voilà pour cette première partie, on va enchaîner directement avec la deuxième, let's go. Nous voilà donc dans cette deuxième partie de vidéo. La main de départ, on veut un truc assez classique et secure quand même. Donc, on veut évidemment un T1, ça c'est voilà. Mais pour le T2, moi j'aime bien ne pas forcément mettre le Pégase direct, même si, en fonction des circonstances, il peut être totalement acceptable. Hein, mais je pense que le Pégase vient un petit peu plus tard grâce au Peter Pan. Mais j'aime bien faire un double T1, si ça passe, tant mieux. Ou alors mettre le Pégase tout simplement, c'est tout à fait convenable aussi. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Faut juste croiser les doigts pour que y ait pas le style song en face, si on est sur la draw, nous fasse pas un petit perdu dans l'hiver. Et donc du coup mettre 2 T1
autour d'eux nous permet aussi de sauver pour être sûr d'avoir un body sur le board pour une potentielle mime en fait derrière. Moi c'est aussi pour ça que j'aime bien faire un double T1. Et du coup en T3 donc une mime comme je viens de l'expliquer, mais aussi une bagarre et ou un Peter, voilà. Clairement faut respecter le Diablo. Si vous savez pas sur quel deck vous jouez en face, je préconise de garder un Peter ou une bagarre en main parce que le Diablo il faut le gérer instant, il faut pas lui laisser le temps de réfléchir et garder son petit Peter sur la draw, ça peut être pas mal parce que T3 bam on peut aller le chercher. Notre Peter normalement est toujours debout, donc c'est un très bon trade à faire. Donc voilà, moi c'est la main de départ que j'aime bien. Après on peut avoir des bibliothèques pour le T4, pour mettre un petit mob T1 dedans. Enfin voilà, il y a plein de combos. Le génie c'est quand même pas mal. Et puis la petite cerise sur le gazon, avoir une petite chanson à chanter au T3. Dans ce deck, ça va être vraiment la synergie de l'insaisissable et de charge que procure Peter. Mais aussi, du coup, pour l'oré, en fait, ça va être les génies, vide pirate et la bibliothèque. Parce que on n'a pas de Sissou, on n'a pas de Tremen. Donc on a pas mal de gestion de board, mais c'est vrai que c'est compliqué de l'oré. Donc en général on va pas l'orer beaucoup au début, ça va être surtout du contrôle du board, et une fois qu'on a un peu le contrôle, là on va pouvoir faire bibliothèque, mettre du monde dedans, l'orer à foison, et là ça va bien monter. Et bien sûr soyez prêtes, parce que soyez prêtes va reset le jeu et nous permettre potentiellement de bien se poser ensuite sur le board. Dans les match-up, on a 6 decks différents, mais un deck avec 2 couleurs. Donc je vais commencer par les decks OK pour nous, pour joueurs de violet-rouge. Voilà, donc il y a le style song classique. Donc si on arrive à bien le temporiser, le style song classique, normalement on s'en sort. Faut faire très très attention à ne pas surpiocher. N'hésitez pas à ancrer des amis de l'au-delà ou des qui trouvent garde, c'est pas grave, parce que en face il y a des rêves bleus. Et les rêves bleus, on veut pas trop les voir, et si on les voit, on veut pas trop perdre de cartes non plus. Donc faut pas trop piocher, faut laisser faire l'adversaire. Il va vous faire piocher, ça sert à rien de se dire allez je peux, j'y vais. Faut vraiment piocher avec parcimonie contre un steel song, parce que le deck out il est présent, et des fois on finit à 2 cartes dans le deck, et c'est très dur de gérer ça. Donc comptez bien les rêves bleus aussi. Ce deck là, normalement on arrive à tout gérer. Je pense que la carte avec ce deck, cette decklist en tout cas, la carte qu'on peut pas gérer directement, ça va être la Bianca, qu'on ne peut pas gérer directement, donc ça va être une chanteuse qui va arriver sur le board assez vite s'ils ont des alliés en jeu, car on paye moins 2 pour la jouer. Donc qu'il n'y ait pas de Tremen au final n'est pas forcément le problème en soi pour pouvoir la gérer, parce que ça aurait été potentiellement la seule carte à la gérer ici. Il y en a une autre, j'en parlerai plus tard. Toutes les cartes, tous les chanteurs, toutes les chanteuses qui vont toucher le board, il va falloir les gérer au plus vite. Donc garder les bagarres, garder les charges, et il faut vraiment gérer le board très très vite. On peut aussi jouer la bibliothèque. C'est pas aussi on peut, il faut, parce que la bibliothèque, les steel songs, ils ont du mal à gérer des lieux, et même s'ils vont aller essayer de le gérer, ça va leur prendre de la tempo, et nous ça nous permet de mieux contrôler le board, de tenter d'aller chercher le contrôle du board pour au final tour 7, si on a la grâce de Scar, de balayer tout d'un coup, de soyez prêtes. Ensuite le discard. Alors le discard, ça va être très facile, il faut taper Diablo. Voilà, si on tape Diablo, on est plus ou moins safe. Après il nous reste le Prince Jean, mais on joue un peu moins le Prince Jean maintenant. Donc le Prince Jean va surtout leur servir de moteur de pioche si on n'a plus de cartes, si on a des cartes en main justement. Donc il faut soit aller au top deck, soit être en sur-pioche pour qu'ils se sentent quand même dépassés, parce que même s'ils nous font défausser 1 à 2 cartes, on a encore assez en main pour pouvoir gérer un board.
Donc voilà, donc il y a vraiment deux possibilités. Soit vraiment on joue au top deck, on est bien établi sur le board et on fait du top deck pour pouvoir gérer comme on peut ce que met l'adversaire. Les lieux pareil, ils n'arrivent pas trop à les gérer, donc c'est let's go, hein. Vous avez un lieu, vous le posez, ça va être compliqué pour eux de gérer le board. Moi ce que j'aime bien faire contre ce deck là, parce qu'ils n'ont pas de whiteboard ou de grosses chansons qui va nous empêcher de mettre des menaces, c'est juste d'aller full aggro. En fait, on met à T4, on met 2 Pégases, on met 2 Pégases, et puis le moindre truc que l'adversaire va faire, en général, on va lui retirer ses cartes du board, et puis petit à petit, il aura pratiquement plus rien, puis nous, on va pouvoir tout gérer. Et en général, ça se passe plutôt bien comme ça. Mais il faut vraiment gérer l'early, les Diablos, vraiment garder des brawls, des bagarres pour les Diablos, et des Peter Pan. Sur la draw, c'est trop fort parce qu'il s'y attend pas forcément. Un Peter qui charge en T3, il faut un peu la grimace quand même. Un dernier tips aussi, c'est si vous avez une carte mes amis de l'au-delà en main, n'hésitez pas à l'ancrer dès le début parce que Ursula elle vous observe, elle est pas loin et elle va vous la retirer. Donc autant l'ancrer, c'est pas grave. C'est vrai que on a envie de surpiocher, mais au final on va la perdre avant de pouvoir la jouer, donc ça sert à rien. Ensuite le bleu-gris, ça va être gestion du board pur et dur, hein. On va juste empêcher l'adversaire de poser ses mouches, de poser ses Lorenz. Voilà, il faut juste aller au charbon, l'empêcher de lorer et ça va s'essouffler très vite. Donc il n'y a pas énormément de gros problèmes, je dirais, avec ce deck. Ça passe plutôt tout seul, hein. Le Maui charge, c'est beaucoup trop fort. Le Maui charge Shark est aussi très, très bon dans le match-up, donc il n'y a pas trop de soucis à avoir contre ce deck. C'est, je pense, l'un des plus simples à affronter, même s'il y a Belle qui peut chanter des chansons T2. Je le rappelle que maintenant ils ont le petit chanteur Cendrillon du style song, mais c'est beaucoup plus dur parce que il leur faut une glace à l'eau ou un objet T1, mais en soi un objet T1 autre que la glace à l'eau, ça leur apporte pas une plus-value de ouf, donc si c'est vraiment pas une glace à l'eau, c'est pas forcément worth it non plus. Il leur faut une Belle et il leur faut la chanson, donc voilà, ça fait quand même 3 cartes pour faire le combo. Donc il y a plus de chances de survivre à un T1 Belle qu'à un T1 Cendrillon. Ensuite, dans les match-ups un peu plus compliqués, on repart sur du style song, du style ambre, parce que c'est pas vraiment song, c'est le aggro. Je me suis fait surprendre par ce deck. Si on gère pas le board T1, en fait il faut vraiment garder ces T1, ces petites Chernabug à 2, il faut aller taper très vite parce que en 3-4 tours on peut se faire déborder et ne plus jamais remonter, même en jouant des vides pirates. C'est vraiment très, très compliqué. Et donc il y a la tour de réponse, qui va donner plus 3 à tous les personnages qui se trouvent dedans, donc c'est une T2, mais ça ne coûte que 1 pour les mettre, donc dans un deck aggro c'est vite fait, hein. On a vite fait de mettre tout le monde dans la tour, et c'est très 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 embêtant à gérer pour nous parce que il faut qu'on aille gérer cette tour avant d'aller gérer le reste, sinon réponse se fait plaisir, elle soigne tout le monde et l'adversaire va repiocher pour en mettre plus de board. Et du coup déjà qu'on a du mal à gérer le board, donc on ne veut pas mettre de l'eau au moulin. Donc pour gérer le board, évidemment on va utiliser bagarre, hein. Bagarre, ça va être vraiment dans l'early, ça va être vraiment ce qu'il y a de plus fort. On a tout ce qui va être charge, donc on a la Madame Mime, on a le Peter Pan, le Yago, un peu plus tard du coup on aura le Maui. Le Maui, ça va être vraiment un game changer. Quand il va arriver sur le board, il va pouvoir un peu gérer tout et n'importe quoi, et ça c'est très bien. La Madame Médusa, qui va avoir grand intérêt contre ce deck, parce que pour aller chercher absolument qui elle veut. Aucun personnage n'a ward, donc du coup il n'y a pas de souci. La seule carte qu'on ne pourrait pas aller chercher, ce sera un Lorenz full vie. Voilà. Mais en général, le Lorenz, on va aller chercher avec
un body et puis le finir avec un autre quand il est à 0, puis voilà. Donc au final avec la Médusa, on est vraiment bien parce que vraiment on est sûr de toucher quelque chose qu'on a envie contre ce deck. En termes de lieu, il y a aussi la mine des nains qu'il va falloir aussi gérer assez vite parce que du coup je rappelle qu'elle met 2 à nos personnages quand un personnage chevalier rentre dedans, ou 1 quand le personnage n'est pas chevalier, donc c'est quand même ennuyant, surtout quand on joue des Pégases avec 1 de vie, plein de petits mobs qui ont 1 de vie aussi au début. Heureusement Maui la one shot, donc c'est plutôt pas mal, et sans oublier du coup Soyez Prête qui va littéralement retourner la game, hein. Si on arrive à tenir jusqu'au tour 7 et que par chance on peut la jouer, clean le board, en général c'est bon, mais faut pas attendre le tour 7 pour commencer à agir parce qu'en général on a perdu avant. Donc c'est vraiment le dernier secours de jouer cette carte magnifique. Donc voilà pour Steelsong, Aggro Ambre Gris. Nous allons passer à Violet Bleu. Violet Bleu, j'ai envie de dire que Violet Bleu ça va être surtout du rush de pioche, hein, celui qui va piocher le plus pour arriver à gérer au maximum le board adverse. Donc il va y avoir des lapins, des génies à tout va, donc évidemment on préconise la bagarre avant toute chose. La Médusa qui va être très très forte, qui va pouvoir gérer les Hades. C'est un deck qui peut aussi poser pas mal de problèmes en ayant plusieurs mobs sur le terrain, donc c'est un peu compliqué à gérer. Et 2 cartes tout de suite que je pense quand je fais cette vidéo, que j'ai vu souvent. Donc c'est vraiment il y a un Gaston qui commence à apparaître pas mal, donc voilà, donc c'est un 4-4, donc c'est compliqué à aller chercher pour nous, il faut vraiment aller chercher au corps à corps celui-là. Et nous avons aussi du coup Elsa, l'esprit de l'hiver, qui va elle geler 2 personnages de notre board, 4-6, 4-4, c'est 2 cartes qu'on ne peut pas forcément aller gérer. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour aller les chercher. Ou soyez prête. Voilà. Pourquoi être ingénieux quand on peut être brutal. Voilà, donc ce deck là, c'est vraiment genre il va bien falloir gérer le board adverse. Plutôt, il n'y a pas vraiment de mauvaises situations. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ça va être vraiment aux joueurs et un petit peu aussi la sortie des cartes, hein, parce que clairement, à un moment donné, la bibliothèque, on la veut. Si elle sort pas, c'est compliqué. Ensuite, bleu-rouge. Eh bien, bleu-rouge, rip Flynn, hein, parce que quand un bleu-rouge arrive, c'est compliqué. S'il pose des manoirs, il faut arriver à les gérer au plus vite. Ça rentre beaucoup trop vite. Si ça commence à poser un shark, on est vraiment dans le caca. Donc faut vraiment surpiocher, essayer de gérer un maximum, lorer un maximum, à arriver à poser des T1 au tour 1, T1 au T2, poser au T3, T4, en essayant de pas trop en mettre non plus, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a Sissou qui est dans le coin. C'est vraiment, je pense, un match-up horrible pour nous, joueurs de violet-rouge, avec l'absence du Flynn. Franchement, si bleu-rouge revient, Flynn va devoir revenir. Mais bon, si bleu-rouge revient, Steelsong redisparaît. Donc normal pour un bien. Donc voilà. Il y a un match-up que je n'ai pas mis, que je voudrais juste énoncer succinctement, c'est le violet-gris. J'avais plus de place dans mon tableau. Voilà. Et je voulais pas faire un truc trop petit, sinon pour vos yeux, ça aurait été catastrophique. Donc voilà. Je voulais parler du violet-gris. Le violet-gris qui est très fort, hein, et qui lord énormément vite. Il faut vraiment gérer les mobs un par un, essayer de temporiser un maximum et de bien jouer la vie de pirate, de la garder pour essayer de redescendre l'adversaire, parce que il va monter très 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 vite grâce au cobra géant en fait, qui lui va juste gagner 2 de l'or gratuitement, donc c'est vraiment compliqué à gérer. On voit aussi donc pas mal le Jafar revenir. Jafar, je suis coincé. Avec le Jafar qui va gagner du lore grâce à son effet. Le Cobra qui fait gagner du lore à distance aussi. Les mouches, tout ça. Et des génies. C'est violent quand même, ce deck. Il lore très vite, très fort. Donc faut arriver à leur descendre un peu. Donc voilà, donc le deck Jafar revient en force chez les gris violets. Peut-être faire une vidéo là-dessus, ça vous tente.
parce que il est assez drôle, je pense, à jouer, et c'est cool de voir ce Jafar revenir sur le devant de la scène. Et il y a une carte aussi dans ce deck, arrêtons-nous 2 minutes pour en parler, c'est la lampe qui est arrivée. Quelqu'un a eu la bonne idée de jouer cette petite lampe, et ça match bien. Franchement, on pose la petite lampe, et on attend patiemment, et à un moment donné, Jafar arrive et on gagne de l'or. Donc c'est vraiment bien pensé. Faudra, je pense, se poser pour parler de ce deck un peu plus longuement. Je pense que ça vaudrait le coup. Voilà. Donc en tout cas, pour ce qui est de violet-rouge, je pense avoir fait le tour, mais parce que ce n'est pas que ça. Le violet-rouge, il y en a quand même pas mal. Moi, je me suis arrêté sur cela parce que c'est une liste qui me plaît. Mais il y a d'autres listes. Donc les listes sont très variées, hein, donc on peut vraiment jouer pas mal de choses. Certaines listes vont incorporer dans leur deck donc la reine de cœur, hein, qui peut être un bon ajout T2 parce que avec son plus 3 d'attaque, elle peut aller gérer quand même pas mal de choses sur le board, et elle a 4 de vie, donc on est à peu près sûr qu'elle survive à au moins une agression, donc ça peut être une bonne alternative de T2 aussi. En termes de T2, nous avons aussi le Lumière. Lumière qui va donner plus 1 à tous nos personnages. Donc ça peut être pas mal aussi pour booster les personnages qui sont déjà sur le board. Après, j'ai essayé Lumière, je le trouve fort. Mais le fait d'avoir des Pégases quand même, je voulais rentabiliser le Peter. Et je me suis trouvé que c'était quand même vachement mieux d'avoir le Pégase avec le Peter. Après, dans une liste où peut-être il y aurait moins accès sur l'insaisissable charge, il a plus sa place dans le deck. Voilà. Pour continuer pour rebondir sur l'insaisissable, en T4 à la place du Yago, et avec le Yago, il y a la Vaiana qui va donner plus 3 d'attaque à un autre personnage ce tour si elle-même défie un personnage. Donc elle n'est pas punie, elle n'est pas punie tout simplement. Elle n'est pas punie par l'effet de Vanish, donc dissipation, que le Yago a. Donc là, le Yago, c'est sa grosse faiblesse, mais elle n'a que 3 de vie, et donc du coup en général elle meurt sur le coup et ne permet pas d'être rejouée derrière. Alors que le Yago, il peut rester sur le board, et ça c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir aussi. Voilà. Évidemment, on peut jouer des Sissou. Voilà, clairement, hein, la Sissou, elle est très très bien, elle est très très bonne. Elle l'or pour 2, donc c'est une bonne carte. On peut l'alter sur son homologue Sissou Sœur Responsable, qui est très joli en enchanté d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est des cartes qui rentrent très très bien dans ce deck. En termes de... je vais rester sur les personnages pour l'instant. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, donc là je la remets. Donc Madame de Trémène, évidemment, toujours aussi belle en enchanté, qui peut remplacer la Madame Médusa. Donc voilà, donc c'est une horreur pour 2, donc c'est plutôt bien si on... Dans une méta où il y a vraiment beaucoup de personnages à retirer du board avec des gros bodies, enfin des boards avec des gros bodies à retirer, elle aurait clairement sa place, selon moi, dans le deck. Je dis pas qu'elle ne l'a pas, c'est juste que je préfère Médusa. Ensuite, en termes d'action, alors, Force Hypnotique, pour l'avoir testé, c'est quand même sympa. T2, pour donner plus 2 à un petit Diablo, bam, c'est vraiment stylé. On pioche une carte, on va gérer le board, et si c'est sur un Diablo, on repioche une autre carte. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis même en mid-game, c'est pas mal pour redonner par exemple un plus 2 à un Maui pour aller chercher une autre bibliothèque par exemple, ou un plus 2 à un Maui Shark pour aller chercher un manoir. C'est tout aussi bien, donc moi j'aime bien, c'est rigolo comme petite carte. Ensuite, en termes d'action, toujours, un roi incontesté, je pense qu'il peut potentiellement avoir sa place avec comment il s'appelle, avec le Maui Shark, qui va rechercher, qui recycle, hein, évidemment, tout aussi bien que Feu du Dragon qui bannit un personnage. Le seul souci, c'est que T5, je préfère jouer un Maui ou une Elsa, ou le combo Peter Pégase, que le Feu du Dragon, parce que le Feu du Dragon, en fait on n'a plus rien sur le board derrière, et ça c'est un peu embêtant. C'est ce qui est aussi un peu le problème du roi incontesté, mais au moins
elle se chante. Et en lieu, du coup, on peut aussi jouer le château de la reine, parce que les lieux, ils ont du mal à partir, tant mieux pour nous. C'est alors pour 2, et ça nous permet aussi de piocher. Donc il suffit d'avoir des insaisissables, par exemple, qui ne peuvent pas être touchés par notre adversaire. On peut piocher, et on arrive à participer à la course du lore, donc c'est plutôt pas mal. Je dirais pas jusqu'à en jouer 4, mais peut-être remplacer une bibliothèque par un château. Des fois, peut-être, ça peut être intéressant. Mais là, c'est à tester. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de tester cette version encore. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre en dessous. On se fera un plaisir de vous répondre avec Tom. Si vous avez des demandes particulières de deck que vous voudriez bien qu'on fasse, parce que en fait, on le fait un peu au cœur, principalement, vraiment les decks qu'on a envie. Mais si vous nous demandez des decks, n'hésitez pas, on peut clairement se pencher dessus, parce qu'il y a tellement de decks maintenant, c'est compliqué de trouver le temps et pour tout faire, en fait. Et donc du coup, on fait vraiment genre au feeling et au deck qui monte un petit peu en hype dernièrement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous a apporté des choses. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les mettre en dessous, vous avez le lien de la decklist en dessous aussi. N'oubliez pas qu'il y a un tournoi qu'on organise avec Tom fin mai, donc le 31 mai, dans le festival Geek Up. On va faire une annonce d'ailleurs, je peux déjà le dire dans cette vidéo là, mais on fera une autre annonce ailleurs. Il était décidé à la base de ne pas utiliser le 7.6. Il était décidé à la base de ne pas utiliser le 7.7. Il était décidé à la base de ne pas utiliser le 7.8. Et au final, après plusieurs demandes, réunions avec Tom, plusieurs calls, on s'est dit que ça serait plus simple d'un point de vue organisation et pour l'envie de tester les nouvelles cartes pour ceux qui les auront, de les accepter. Donc voilà, donc on sait que ça peut pour ceux qui n'auront pas les cartes, d'être sur un petit pied d'inégalité, mais gardez en tête que en fait les joueurs avec les nouvelles cartes ne maîtriseront pas forcément leur deck à 100%, contrairement à ceux qui auront du 7-8 jusqu'au 7-7. Techniquement on sera en fin de chapitre et les decks seront normalement établis et bien solides, donc il y a aussi faut voir le verre à moitié plein, mais voilà, nous on veut que maximum de gens puissent venir et on voulait pas rebuter des joueurs et leur empêcher de venir à cet event qui je pense sera très cool. Donc voilà, donc on a pris la décision d'accepter, du coup de changer les conditions. On fera une plus grosse com là-dessus, mais voilà, on accepte le chapitre 8 pour jouer le jour J. Voilà. Et bien voilà, ça sera tout. Je vais finir différemment que d'habitude parce qu'aujourd'hui on est le 4 mai, et oui. Donc je vais à tous vous souhaiter une très bonne journée et que la force soit avec vous.